Luca Naxa et de Néovision et Charles Faroche de la société Lovis vont vous présenter, sur à peu près une vingtaine de minutes, les nouvelles perspectives qui sont offertes par l'intelligence artificielle dans le domaine d'EDM. Donc, Luca, Charles, je vous laisse la parole. Merci David, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit David, on va très rapidement se présenter, Charles et moi, et vous dire qui on est concrètement. Moi, je vais vous parler un peu d'intelligence artificielle, vous dire concrètement ce que c'est et quelles sont les applications et les spécificités de l'IA dans le domaine de la santé. Et après, on va parler concrètement d'un projet qu'on mène ensemble, Charles et moi. Donc, le projet au sein de nos structures respectives. Et à la fin, on vous montrera une petite démo pour vous montrer très concrètement à quoi ça ressemble ce projet. Déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Luca Naxa, je suis CEO et cofondateur de Neovision. Je suis aussi consultant en Data IA pour BPI France, la Banque publique d'investissement, pour aider les PME et les ETI à innover en valorisant leurs données. Voilà, je suis aussi consultant logiciel pour Minalogic, le pôle de compétitivité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en particulier sur les aspects logiciels. Et je suis aussi dans l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle qui s'appelle MIAI, qui se trouve à Grenoble aujourd'hui. Et moi, du coup, je suis Charles Faroche, je suis chirurgien dentiste et j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Lovis de télémédecine bucco-dentaire assistée par intelligence artificielle. Donc Néovision, ma société, est spécialisée en intelligence artificielle. On fait de l'accompagnement des entreprises, conseil, choisir les bonnes technologies, anticiper le coup d'après, avoir une vision à l'état de l'art et toujours constante des dernières avancées, des dernières technologies du traitement de l'information, traitement du signal, par des dernières avancées en intelligence artificielle. Et aussi dans le développement de ces solutions, de ces technologies-là, pour après concrétiser ces technologies-là par des logiciels. On est spécialisé en intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a globalement des ingénieurs et des docteurs qui font de la science des données, qui savent lire les derniers papiers de recherche, comprendre les modèles mathématiques et les mettre en œuvre pour nos clients. Et pour ça, en fait, on a des phases de conception où on conçoit les technologies, des phases de développement où on va les mettre en œuvre, et ensuite des phases de déploiement pour vraiment apporter des solutions qui sont adaptées aux besoins de nos clients. L'expertise, elle est autour du machine learning et du deep learning. Donc, c'est tout ce qui est apprentissage sur les données. On en parlera tout à l'heure. Les données sont très importantes, et notamment avec Charles, on a toute une phase en fait de compréhension des données et d'annotation, de compréhension, de qualification de la donnée. Et on a une forte expertise également en computer vision, donc tout ce qui est analyse d'images. Maintenant, l'image, il y en a un peu de toutes sortes. Il y a des images, des photos, mais ça peut être aussi des images en 3D. Ça peut être aussi des différentes modalités. Ça peut être des images visibles, infrarouges, rayons X. Enfin, voilà, il y a beaucoup de types d'images différentes aujourd'hui qu'on va analyser. Lovis, comme je le disais, c'est une entreprise qui fait de la télémédecine bucco-dentaire. C'est une entreprise qui a moins d'1 an, dont l'objectif à l'origine était surtout de réinscrire les personnes en situation d'errance thérapeutique dans un parcours de soins coordonné avec leur praticien le plus proche. Comment ça fonctionne? On fait ce qu'on appelle un recueil de données. Le recueil de données, il se fait au moyen d'une caméra intraorale, comme on peut le voir à droite, qui modélise en 3D les arcades dentaires. Je suis désolé, je vais dire qui modélise en 3D les arcades dentaires. Ces modèles 3D sont ensuite analysés par l'IA pour ressortir en gros les principales pathologies qui se trouvent dans la bouche et ainsi aider le dentiste dans la réalisation de sa séance de soins et dans la programmation de sa séance de soins. C'est tout le rôle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de réussir à qualifier les pathologies à distance et d'optimiser vraiment le parcours de soins et la séance de soins des patients. Ça, c'est une démonstration du scan intraoral en fonction. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une caméra dont l'acquisition est vidéo et photo et qui modélise en 3 dimensions les arcades. À la base, c'est un outil qui est utilisé pour fabriquer des prothèses, donc sur mesure, et on a détourné l'outil de sa fonction première parce que c'est un outil d'une précision importante et les formats, du coup, ont été exportables en début d'année. Donc ça, voilà, le fait d'ouvrir la donnée et la rendre accessible, ça nous permet de travailler dessus pour proposer des solutions comme celles qu'on propose aujourd'hui. Moi, je vais aller très très vite. L'idée, c'est pas de vous faire un cours sur l'intelligence artificielle.
essayer de restituer un peu le contexte du projet. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une triade en fait pour pouvoir faire un projet d'intelligence artificielle qui est très importante. C'est le matériel, tout ce qui est acquisition de données et traitement de la donnée. Donc là, on avait l'exemple de la caméra dont parlait Charles, mais après, il faut aussi traiter ces données-là. Donc on a souvent besoin de puissance de calcul, de GPU, de cartes graphiques pour pouvoir faire l'entraînement des modèles, et ensuite d'ordinateurs suffisamment puissants pour faire tourner les modèles. Donc on utilise pas mal du cloud, mais on peut aussi faire tourner les modèles sur un PC traditionnel. Les données, donc c'est le cœur du sujet dont on parlait à l'instant, c'est avoir suffisamment de données, mais aussi des données annotées, représentatives du problème qu'on veut traiter. Je vais vous montrer un tout petit exemple très rapidement tout à l'heure pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire. Et ensuite, il faut des algorithmes. Et les algorithmes, ils évoluent très vite. Il y a de nouvelles avancées constamment. Tous les 6 mois, il y a des nouvelles méthodes qui voient le jour et qui battent les performances précédentes. Donc, il faut bien se tenir à jour, bien comprendre quelle méthode choisir. Par exemple, avec Charles, on se base vraiment sur les derniers papiers de recherche sur le sujet de l'analyse d'imagerie 3D pour pouvoir comprendre en fait ce type de données. Et donc, il y a une phase d'apprentissage où on va créer une base de données, annoter, qualifier les données. Ensuite, on va entraîner un modèle de machine learning sur ces données pour obtenir un modèle entraîné qui, lui, après, pourra réaliser une tâche de prédiction. Donc, avec une nouvelle donnée qui est similaire, qui n'est pas forcément exactement la même que celle de la base de données, mais qui est proche, pour faire une prédiction qui ressemble à la notation qu'on aura donnée. Je vais vous montrer un exemple d'apprentissage. Alors, il faut que je partage mon écran. Donc là, vous voyez un exemple qui s'appelle Teachable Machine, où je vais afficher du coup ma caméra. Je vais enregistrer quelques exemples de ma tête. Cette classe, je vais l'appeler Lucas. Je vais ensuite m'enlever et enregistrer quelques exemples d'une autre classe qu'on va appeler pas de Lucas. Voilà. Et en fait, on a créé du coup 2 jeux de données. Un jeu de données avec ma tête, des exemples de ma tête, et un jeu de données sans ma tête. Donc, toute l'idée après, c'est que le système, le modèle de machine learning, donc là, on est dans la phase d'apprentissage, va optimiser et trouver les meilleurs paramètres pour pouvoir différencier une image du premier jeu de données d'une image du deuxième jeu de données. Donc là, vous voyez, il fait beaucoup d'itérations pour trouver les meilleurs paramètres. Il va optimiser finalement son modèle. Et une fois que le modèle est entraîné, sur une nouvelle donnée, vous voyez sur ma tête, il est capable de prédire, même si je n'ai pas exactement la même image qu'avant, il est capable de prédire Lucas ou pas de Lucas en fonction de si je suis là ou non. Bon, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il a peut-être trop appris sur le fond ou sur moi, et c'est-à-dire que si je mets ma main, je suis quasiment sûr que ça va me prédire que je suis là. Donc en fait, il faudrait vraiment enrichir cette base de données d'exemples négatifs. Et pareil pour moi, il faudrait peut-être que je fasse des exemples avec un autre pull ou avec une autre couleur de cheveux ou avec peut-être des lunettes ou quoi, pour qu'ils puissent vraiment généraliser à la classe Lucas. Donc tout l'enjeu, en fait, c'est de créer un jeu de données, des bases de données qui soient bien représentatives du problème qu'on cherche à résoudre. Donc voilà, ça c'est en gros l'apprentissage machine tel qu'on le pratique tous les jours à NeoVision et qu'on a pratiqué dans le projet. Donc maintenant qu'on sait à peu près comment ça marche l'apprentissage sur des données, comment on peut l'appliquer en santé, quelles sont les spécificités en santé. Je vais aller assez vite puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que les bases de données dans le domaine médical, il y a encore peu de données accessibles. Les bases de données sont souvent déséquilibrées, notamment sur les cas rares, les maladies rares, on a peu de données. Les jeux de données sont assez peu représentatifs souvent parce que on a ce déséquilibre des classes et aussi on a des données qui sont issues souvent d'un seul matériel ou alors qui sont issues d'une certaine catégorie de personnes. Et il faudrait, pour pouvoir avoir des jeux de données vraiment représentatifs, généraliser un peu à tous les types de matériel et à tous les types de personnes ou de pathologies qu'on aimerait adresser. Ça nécessite souvent la notation d'un expert, un expert qui est capable de dire cette donnée, elle veut dire ça ou elle veut dire ci. C'est très important, ça prend du temps. Il y a aussi des réglementations liées aux données de santé avec des hébergeurs spécifiques pour ce genre de choses. Mais par contre, il y a de plus en plus de bases de données qui sont publiques. Un exemple, c'est le Health Data Hub qui s'est formé récemment, qui est une plateforme de données publiques de santé qui permet de collecter et comprendre la donnée en question,
Leur ambition, c'est de réduire les coûts d'industrialisation, d'accompagner les entreprises qui veulent innover au travers de la valorisation de ces données de santé, que les technologies soient réutilisables par la communauté et que tout ça, c'est organisé sous forme de challenge dans lesquels ils communiquent assez ouvertement. Je vais aller très vite, mais sur la réglementation et sur la validation, il y a des aspects de RGPD et de données de santé globalement. Donc il faut anonymiser les données, il faut s'assurer qu'une donnée d'une personne puisse être supprimée et que la personne soit au courant que ces données soient stockées. Il faut des hébergeurs spécifiques pour la donnée de santé. Et quand on veut valider des logiciels associés à l'intelligence artificielle, ben les normes aujourd'hui sont les mêmes que les normes du logiciel. Il y a les marquages CE, les marquages FDA, et les normes logicielles associées. Ce qui est important de retenir, c'est que la partie validation doit être faite de manière assez stricte. Par rapport aux jeux de données, il faut des jeux de données d'entraînement, de validation et de test. Et en gros, il faut jamais que la R&D finalement ait accès aux jeux de données de tests et de finaux pour s'assurer finalement qu'il n'y ait pas de biais dans les données. Mais pour l'instant, il n'y a que des guidelines un peu globales sur cet aspect-là, mais qui rejoint en fait les bonnes pratiques finalement de machine learning assez traditionnelles. Puis après, il y a des challenges au niveau algorithme sur l'interprétabilité. Comment est-ce qu'on interprète finalement le résultat d'une intelligence artificielle et comment est-ce qu'on valide de manière formelle que l'IA va bien faire ce qu'on lui demande de faire ou qu'elle a bien appris la tâche qu'on lui donne. Ça, aujourd'hui, ce sont des sujets encore ouverts. Il n'y a pas de vraie réponse. La science, au niveau académique, le travail sur ces sujets-là, mais on est encore très loin d'avoir des réponses à ces sujets. Je vais aller très très vite sur des exemples, mais vous voyez, en 2019, on a des exemples d'intelligence artificielle qui ont commencé en intelligence artificielle à battre des boards de spécialistes. Là, c'était sur la détection de tumeurs dermatologique, où une IA a battu 13 spécialistes aussi bien en sensitivité qu'en spécificité sur les prédictions. En 2020, on a eu un exemple également où là, on couplait l'analyse d'image avec un nouveau système de captation d'image, un laser en fait qui permettait d'explorer l'image d'un cerveau avant de faire une opération et pour poser un diagnostic finalement sur les tumeurs. Et en mélangeant et un nouveau matériel et l'analyse d'image par l'intelligence artificielle, ça a permis d'accélérer grandement l'analyse avant l'opération. Avant, ils prenaient à peu près 30 minutes pour faire cette analyse-là, pour décider si oui ou non ils allaient opérer, et alors que maintenant, ils le font à peu près en 2 minutes. Donc, il y a des enjeux assez forts pour le patient et qui limitent grandement les risques. Voilà, il y a aussi dans la réalité augmentée des choses qui se développent. Là, c'est un exemple d'un microscope, par exemple, avec de l'intelligence artificielle qui va analyser automatiquement ce qu'il observe pour pouvoir prédire le risque ou non d'une tumeur. Voilà. Et il y a aussi des outils, des compagnons qui aident en fait dans le patient lui-même à diagnostiquer ses problèmes. Grâce aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, voilà, en posant des questions, en ayant des réponses, on est capable de guider un peu l'utilisateur dans sa médecine. Donc il y aura de plus en plus d'outils qui vont finalement guider l'utilisateur, le patient final, dans sa médecine. Et le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est un exemple qu'on a également traité à New Vision, et après on parlera d'un projet avec Charles. C'est dans le diagnostic et la planification médicale, il y a beaucoup de choses qui se font. Là, c'est un implant chirurgical de l'épaule pour lequel on a analysé les données 3D, des scans 3D, plus les configurations et la planification des médecins, des chirurgiens. Donc, quel est l'implant à choisir, comment le positionner, comment l'orienter globalement, pour après, lors d'une nouvelle opération, l'assister dans le choix de l'implant et dans sa planification finalement. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre sur l'historique et de l'ensemble des cas passés pour aider un chirurgien dans un cas soit qu'il a vu rarement, soit dans un cas classique pour lui donner finalement une information un peu d'aide à la décision statistique sur comment font les chirurgiens dans ce cas-là. Donc voilà un peu les spécificités et quelques applications d'IA en santé. Maintenant, on va vous parler de notre projet avec Charles. En fait, en gros, ce projet, il est né d'un projet EasyTech, donc d'un financement par la région qui permet en fait à des programmes d'innovation de voir le jour. Globalement, c'est un programme qui accompagne les PME dans la levée de risques. Donc, on a fait une étude de faisabilité avec Charles
qui a été financé en partie par la région, qui a permis du coup à la structure d'avancer plus sereinement ensuite sur son développement. Du coup, Lovis, comme je le disais, c'est un service de télédentisterie assisté par intelligence artificielle. L'objectif, c'est de réussir à standardiser le jeu de données qui rentre, donc d'avoir un jeu de données qui est semblable. On la note, on qualifie, et après, on réussit à automatiser finalement la détection des lésions ou des éléments simplement qui apparaissent sur les scans. Donc, que ce soit l'identification des dents, la numérotation de celles-ci, mais aussi l'état dans lequel elles se trouvent, s'il y a du tartre, s'il y a des caries, si elles sont à l'état de racine, voilà. Et si on a des reconstructions un peu plus importantes dessus. Du coup, je vais vous présenter le démonstrateur qu'on a fait, qui présente le service. Donc, en gros, voilà le démonstrateur qui présente un petit peu le service qu'on propose. Donc là, on est sur l'interface du dentiste. Il a accès à une liste de patients dont les spécificités sont différentes pour le démonstrateur. Là, je prends le cas de Michel Zérodent, en gros, qui est un patient typique d'un EHPAD. Donc, pas d'hygiène, on voit pas mal de problèmes. Le scan, on peut le modifier par les dents vraiment sur tous les aspects. On peut changer la façon dont on voit le scan en plus de le déplacer de manière standard. Là, comment ça se passe? Le scan, il est chargé sur une plateforme et l'IA s'occupe en fait d'automatiser une restitution des données qui sont visibles sur ces scans. Restitution schématique qui reprend les dents qui sont présentes et les dents qui sont absentes. D'autre part, une restitution classifiée des dents avec quels sont les numéros des dents qui possèdent des pathologies, donc le tartre, la carie, les racines, mais il y a d'autres soucis qui sont diagnostiqués. Et quand on clique sur une des lésions, boum, ça classifie l'ensemble des dents et ça les localise. Donc, vous voyez, on voit les dents qui sont entartrées. Alors, c'est volontaire, hein. Ce scan, il est fait pour choquer. Il y a des caries un petit peu de partout et puis on voit des dents à l'état de racine. On a la même chose sur le scan du bas, beaucoup de tartre sur les incisives du bas, des dents à l'état de racine en gris clair et des dents qui sont cariées ici. Voilà. Si on reprend le scan, on peut vraiment le manipuler dans tous les sens et voir ce que c'est qu'une dent classique de nos aînés. Il y a un deuxième niveau de restitution, au-delà de l'aspect un peu visuel du scan, c'est aussi des comptes rendus qui sont automatisés, c'est-à-dire on vous rappelle le motif de consultation, le motif en tout cas qui a amené ce patient ou ses accompagnants à nous solliciter. Ensuite, on remet un pré-diagnostic, ce qui a donc été automatisé au-dessus, ce qui rappelle du coup qu'il y a des dents à l'état de racine, du tartre et des caries. Le dentiste, ça lui permet de voir exactement où est-ce qu'elles sont, sortir le matériel en conséquence. Là, on a des points d'attention et des remarques qui, pareil, peuvent être automatisées et individualisées. Ce qui fait qu'en gros, on va avoir un dentiste qui sait exactement ce qu'il doit faire pour chaque patient, quel matériel il doit sortir, donc ses assistantes aussi, quels sont les éléments qui sont d'importance chez tel ou tel patient en fonction de ses pathologies. Et derrière, on est capable aussi de générer des conseils individualisés pour chaque patient en fonction du geste à venir ou même de la situation actuelle en attendant le rendez-vous. Donc voilà globalement ce que c'est. L'idée en fait d'associer l'IA en télédentisterie, en télémédecine bucco-dentaire, c'est vraiment de réussir à optimiser le temps du dentiste parce qu'aujourd'hui c'est celui qui se fait rare sur le terrain d'une part et c'est celui dont le temps et l'argent est compté. Donc en fait, si une téléconsultation ou un acte à distance prend autant de temps et n'est pas rémunéré de la même manière et pas mieux rémunéré ou moins bien rémunéré, ça n'intéressera pas le dentiste. En revanche, si la téléconsultation lui permet de gagner du temps, lui permet de faire un acte qui est rémunéré de la même manière mais en un temps qui est record, à ce moment-là, on va retrouver de l'intérêt, on va motiver un petit peu le dentiste à le faire et on va permettre à ses patients d'être pris en charge. Donc voilà. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a une question dans le chat. Comment gérez-vous le droit à la suppression d'un patient alors que ses données ont été utilisées dans l'apprentissage? Merci Alexandre pour la question, elle est super intéressante. C'est la première fois qu'on me la pose alors que j'ai déjà plusieurs fois pensé. En fait, ce qu'il faut, c'est pour assurer le lien entre un patient ou une personne, on va dire, et sa donnée. Donc ça, c'est fait généralement via une anonymisation, via un identifiant. Ça s'appelle la pseudonymisation, en fait, c'est ce que prévoit la RGPD. Et donc il faut que toutes les données soient tracées finalement par cet identifiant. Et donc quand une personne vient s'identifier et fait sa demande de suppression, on récupère du coup son identifiant et donc on identifie, on retrouve finalement les données associées à cette personne. Et en fait, une fois que ces données sont supprimées, ça nécessite du coup de relancer des apprentissages
parce que la question, effectivement, c'est sur les algorithmes qui ont appris sur cette donnée-là, ben, effectivement, réapprendre sur des données dont on a supprimé en fait cette donnée de cette personne en l'occurrence. Donc ça pose pas de problème à partir du moment où l'ensemble des données sont bien identifiées par identifiant et pour lesquelles on est du coup capable de supprimer ces données-là et être au courant du coup du réapprentissage nécessaire sur les données restantes. Donc c'est pas du désapprentissage, c'est du réapprentissage sans la donnée. Voilà. Donc je vous remercie. À très bientôt. Bonne fin de journée.